Le 15 mars 2013, le soleil implacable du Mali frappait sans merci les troupes françaises de l'opération Serval. Le sergent-chef Laurent Vallière ajusta ses lunettes de protection tout en vérifiant l'équipement de communication de son peloton. À 32 ans, Laurent était considéré comme l'un des meilleurs sous-officiers du 2e régiment d'infanterie de marine, stationné à Montauban. Son expérience des opérations extérieures était vaste. Il avait servi en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et maintenant au Mali, où la France intervenait pour combattre les groupes djihadistes qui menaçaient de prendre la capitale, Bamako. La cicatrice au cou de Laurent, résultat d'éclats lors d'une explosion à Kaboul 3 ans auparavant, était sa marque distinctive parmi ses camarades. Céline, sa femme, plaisantait toujours en disant qu'elle l'aidait à se reconnaître sur les photos de groupe qu'il envoyait à la maison. Elle se trouvait à Montauban avec leur fille Emma, âgée de seulement 5 ans, comptant les jours avant le retour de son mari. Ce jour-là, Laurent commandait une patrouille de reconnaissance aux alentours de Gao, une ville stratégique dans le nord-est du Mali qui avait été récemment libérée des djihadistes. La mission était simple: vérifier des rapports d'activité suspectes dans un village à 40 km au nord de la ville. Ce que Laurent ne savait pas, c'est que cette opération apparemment routinière allait changer sa vie à jamais. Vers 14h30, quand le thermomètre indiquait 47 degrés à l'ombre, Laurent et ses 5 hommes arrivèrent au village de Tinhama. L'endroit semblait désert, mais quelque chose n'allait pas. Les huttes d'adobe montraient des signes d'abandon récent. Des vêtements pendaient encore aux cordes à linge, des animaux domestiques erraient en liberté, et des casseroles contenant de la nourriture à peine cuite restaient sur des feux éteints. C'est alors que Laurent entendit les coups de feu. Ils ne venaient pas de la direction attendue, des cachettes possibles des djihadistes, mais plutôt d'un complexe de construction plus solide au centre du village. Il fit signe à ses hommes de se positionner et avança prudemment vers les tirs. Ce qu'il vit à travers les fenêtres cassées de l'une des constructions le paralysa. Des hommes vêtus d'équipements militaires de dernière génération exécutaient systématiquement des civils maliens. Ce n'étaient pas des djihadistes, c'étaient des Occidentaux, parlant français avec un accent que Laurent reconnut comme provençal. Ils portaient des armes modernes, pas les kalachnikovs utilisés par les groupes terroristes, et leur tactique était militaire, professionnelle. Laurent se positionna mieux pour observer et réussit à identifier les insignes sur les uniformes. C'étaient des mercenaires d'Aegis Defense Services, une société militaire privée qui opérait sous contrat avec divers gouvernements occidentaux. Il était témoin d'une exécution de masse qui serait ultérieurement justifiée comme perte collatérale lors d'un combat contre des insurgés. Quand Laurent tenta de reculer silencieusement, il marcha sur un morceau de métal qui fit du bruit. Les mercenaires le détectèrent immédiatement. « Il y a quelqu'un qui nous observe », cria l'un d'eux en français. « Secteur nord-est, fenêtre de l'école. » Laurent n'eut pas le choix. Il fit signe à ses hommes d'initier la procédure de retraite d'urgence pendant qu'ils couvraient l'arrière-garde. Les mercenaires, cependant, étaient des professionnels expérimentés et encerclèrent rapidement la position des Français. Ce qui suivit fut un échange de tirs intenses qui dura 40 minutes. Laurent réussit à établir un contact radio avec la base de Gao et à demander des renforts, mais la réponse qu'il reçut fut inattendue. Négatif pour soutien immédiat. Maintenez la position et attendez les instructions. Cette réponse n'avait aucun sens. Laurent savait qu'il y avait des hélicoptères de soutien à moins de 15 minutes de leur position. Quelque chose n'allait pas. Pendant le combat, Laurent vit 3 de ses hommes être touchés. Quand il eut finalement une opportunité de fuite, il porta le soldat Dupont, gravement blessé à la jambe, tandis que les 2 autres soldats indemnes couvraient la retraite. C'est pendant cette fuite que Laurent entendit une conversation sur la radio des mercenaires, sur une fréquence que son équipement capta par interférence. Commandement, ici Lou 6. Nous avons des soldats français réguliers qui ont été témoins de l'opération. Nous avons besoin d'orientation sur la façon de procéder. Lou 6, ici, commandement. Élimination nécessaire. Aucun témoin ne peut survivre. Vous avez le feu vert.
Laurent sentit son sang se glacer. Il comprit immédiatement que ces mercenaires opéraient avec l'accord tacite de certains éléments de la chaîne de commandement française. La non-assistance qu'il avait reçue n'était pas un hasard. Utilisant son expérience de terrain, Laurent réussit à conduire ses hommes vers une position défensive dans une ravine rocheuse. Il envoya un message codé à la base, utilisant une fréquence de secours. « Mayday, Mayday ! Peloton Vallière sous feu ennemi. Demandons évacuation médicale urgente. 3 blessés graves. » La réponse fut rapide mais troublante. « Reçu Peloton Vallière. Évacuation en cours. Maintenez position actuelle. » Mais Laurent savait que quelque chose n'allait pas. L'accent de l'opérateur radio était différent, et le protocole de réponse n'était pas standard. 20 minutes plus tard, au lieu d'hélicoptères de sauvetage, Laurent vit approcher 3 véhicules blindés légers portant les insignes d'Aegis Defense Services. Les mercenaires avaient intercepté ces communications et venaient finir le travail. « Sergent-chef » murmura le soldat Moreau, « qu'est-ce qu'on fait ?» Laurent regarda ses hommes blessés, puis les véhicules qui approchaient. Il prit la décision la plus difficile de sa carrière militaire. « Écoutez-moi bien », dit-il à voix basse. « Ces hommes ne sont pas là pour nous sauver. Ils vont nous éliminer parce que nous avons vu ce que nous n'aurions pas dû voir. » Il sortit une grenade fumigène de son équipement. « Quand je lancerai ça, courez vers l'ouest. Il y a un village ami à 12 kilomètres. Dupont et Moreau, vous portez le maire. Rousseau, tu prends la radio et tu essaies de contacter directement Paris, fréquence diplomatique d'urgence. « Et vous, sergent-chef » demanda Rousseau. « Je les retiens ici. Quelqu'un doit témoigner de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Laurent lança la grenade fumigène et ouvrit le feu sur les véhicules qui approchaient. Ces hommes disparurent dans la fumée, courant vers l'ouest comme convenu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les mercenaires avaient déjà anticipé cette manœuvre. Une équipe les attendait à l'ouest. 3 jours plus tard, à Montauban, Céline Vallière repassait les vêtements d'Emma quand on sonna à la porte. Par la fenêtre, elle vit une voiture militaire garée devant sa maison et son cœur s'arrêta. Le colonel Martineau, accompagné de l'aumônier militaire et d'une assistante sociale, se tenait sur le seuil. Céline connaissait cette procédure. Elle avait été elle-même assistante sociale militaire avant la naissance d'Emma. « Madame Vallière, » dit le colonel d'une voix grave, « je suis désolé de vous informer que votre mari, le sergent-chef Laurent Vallière, est mort au combat le 15 mars 2013, au Mali, lors d'une opération de sécurisation dans la région de Gao. » Les mots résonnèrent dans la tête de Céline, comme des coups de marteau. Emma, qui jouait dans le salon, courut vers sa mère en sentant la tension. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» demanda Céline, sa voix tremblant. « Son peloton a été pris dans une embuscade par des éléments djihadistes. Malgré une résistance héroïque, le sergent-chef Vallière et ses hommes ont été tués. Nous avons récupéré leurs plaques d'identification et leurs effets personnels. » Le colonel tendit à Céline une enveloppe contenant les affaires de Laurent. Sa montre, son alliance, ses plaques militaires et une lettre qu'il avait écrite pour elle quelques jours avant sa mort. « Où est son corps ?» demanda Céline. « Malheureusement, madame, les conditions sur le terrain et les circonstances de l'attaque n'ont pas permis de récupérer les corps. Ils ont été enterrés sur place selon les rites militaires, en présence de l'aumônier du régiment. » Cette explication était soigneusement préparée. En réalité, les corps des soldats de Laurent avaient bien été récupérés, mais Laurent lui-même était porté disparu. Les mercenaires d'Aegis avaient rapporté qu'il avait été tué dans l'explosion d'une grenade, son corps ayant été vaporisé par l'explosion. Céline reçut une pension de veuve de guerre, la croix de la valeur militaire, à titre posthume pour Laurent, et un drapeau français plié selon la tradition militaire. La cérémonie officielle eut lieu le 2 avril 2013, en présence de tous les membres du régiment de Laurent. Ce que Céline ne savait pas, c'est que Laurent était vivant, mais dans une situation qui défiait toute logique. Le 15 mars 2013, quand Laurent avait ouvert le feu sur les véhicules des mercenaires, il n'avait pas l'intention de survivre. Il voulait simplement donner à ses hommes le temps de s'échapper et de témoigner de ce qu'ils avaient vu. Mais les mercenaires d'Aegis avaient d'autres plans. Au lieu de l'abattre,
Il l'avait capturé vivant. Laurent s'était réveillé dans une cellule improvisée, dans un complexe militaire situé dans la banlieue de Bamako. Un homme en costume civil, parlant français avec un accent parisien, l'attendait. « Sergent-chef Vallière », dit l'homme, « je suis Théodore Blanchard, coordinateur des opérations spéciales au Mali. Vous avez un problème, et nous avons une solution. » Laurent, encore groggy et sédatif, tenta de se lever mais réalisa qu'il était attaché à une chaise. « Vos hommes sont morts, » continua Blanchard. « Ils ont été interceptés par notre équipe de sécurité. Vous êtes officiellement morts aussi. Vos plaques d'identification et vos effets personnels ont été remis à l'armée française. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Laurent. « Votre silence, évidemment. Mais nous ne sommes pas des monstres. Nous comprenons que vous avez une famille, des responsabilités. Vous avez deux choix. Soit vous mourrez réellement ici et maintenant, soit vous acceptez de travailler pour nous. » Blanchard expliqua la situation à Laurent. L'opération qu'il avait witnessée faisait partie d'un programme classifié de nettoyage ethnique sélectif au Mali. Certains villages soutenaient secrètement les groupes djihadistes, fournissant des informations et des abris. Au lieu de mener des opérations militaires coûteuses et politiquement risquées, la France avait sous-traité ses missions de pacification à Aegis Defense Services. Le problème, continua Blanchard, c'est que ces opérations doivent rester secrètes. Si l'opinion publique française apprend que nous utilisons des mercenaires pour tuer des civils, même collaborateurs, le gouvernement tombe. Laurent comprit l'ampleur de la situation. Il n'était pas simplement témoin d'un crime de guerre, il était témoin d'une politique officielle cachée. « Voici notre proposition, » dit Blanchard. « Vous travaillez pour nous, vous disparaissez officiellement, vous prenez une nouvelle identité et vous opérez en Amérique du Sud pour nos clients. En échange, votre famille reste en sécurité et vous restez vivant. Et si je refuse? Votre femme et votre fille auront un accident. Tragique, mais ces choses arrivent. Et vous disparaissez vraiment. » Laurent n'avait pas le choix. Il accepta. Pendant les 3 mois suivants, Laurent vécut dans une installation sécurisée en Algérie où il fut reprogrammé pour sa nouvelle vie. Il apprit l'espagnol et le portugais, étudia l'histoire et la culture de l'Amérique du Sud et reçut une formation sur les opérations de sécurité privée. Son nouveau nom était Diego Mendoza, citoyen argentin né à Cordoba en 1979. Il avait de faux papiers parfaits, un historique bancaire créé artificiellement et même de fausses photos de famille pour compléter son identité. « Vous travaillerez pour diverses entreprises en Amérique du Sud », expliqua son instructeur, un ancien officier de la DGSE nommé Petit. « Sécurité d'entreprise, protection de personnalité, parfois des missions plus délicates. Votre salaire sera de 8 000 € par mois, versé sur un compte aux îles Caïmans. » Laurent demanda s'il pourrait jamais revoir sa famille. « Non », répondit Petit catégoriquement. « Laurent Vallière est mort. Si vous tentez de contacter votre ancienne famille ou si vous révélez votre véritable identité, les conséquences seront fatales pour tout le monde. » Pour s'assurer de sa coopération, ils lui montrèrent des photos de Céline et Emma prises récemment à Montauban. Céline portait le deuil, et Emma semblait avoir maigri. « Elles s'adaptent à votre mort, » dit Petit. « Ne rendez pas leur deuil inutile. » En juillet 2013, Laurent devenu Diego fut transporté à Buenos Aires, où il commença sa nouvelle vie. Pendant les 9 années suivantes, Diego Mendoza, l'ancien Laurent Vallière, vécut comme un fantôme de sa propre vie. Il travailla pour diverses entreprises de sécurité privée à travers l'Amérique du Sud. Une protection d'hommes d'affaires au Brésil, sécurité de mines en Colombie, escorte de convois en Équateur. Sa base principale était à São Paulo, où il louait un petit appartement dans le quartier de Villa Madalena. Il avait appris à parler portugais couramment, et ses voisins le connaissaient comme un Argentin tranquille qui travaillait dans la sécurité. Chaque jour, Diego consultait discrètement les réseaux sociaux français, cherchant des nouvelles de sa famille. Il avait créé de faux profils pour pouvoir observer de loin la vie de Céline et Emma sans être détecté. Au fil des années,
Il vit Emma grandir à travers les photos que Céline postait occasionnellement. Sa fille, maintenant adolescente, ressemblait de plus en plus à sa mère. Céline, elle, semblait avoir refait sa vie. En 2018, 5 ans après la mort de Laurent, elle avait commencé à fréquenter un professeur de mathématiques nommé Pierre Dubois. Cette découverte avait été déchirante pour Laurent. Il comprenait que Céline avait le droit de refaire sa vie, mais voir sa femme avec un autre homme, voir Emma appeler cet homme « Papa Pierre » était une torture quotidienne. En 2019, Céline et Pierre s'étaient mariés. Emma avait alors 11 ans et semblait heureuse avec son beau-père. Laurent avait pleuré seul dans son appartement de Sao Paulo, regardant les photos du mariage sur Facebook. Malgré la douleur, Laurent ne pouvait pas intervenir. Il recevait régulièrement des rappels de ses employeurs. Des photos de Céline et Emma prises à leur insu avec des messages clairs. « Elles vont bien tant que vous restez morts ». Laurent avait essayé, à plusieurs reprises, de trouver un moyen d'exposer la vérité sans mettre sa famille en danger. Il avait contacté anonymement des journalistes, mais ces informations étaient toujours vagues, sans preuves concrètes. De plus, il soupçonnait que ces communications étaient surveillées. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, Laurent avait travaillé pour une entreprise de sécurité qui protégeait des installations médicales au Brésil. C'était un travail moins risqué, et il espérait secrètement que la crise mondiale pourrait créer des opportunités pour révéler la vérité. Mais rien ne vint. En mars 2022, 9 ans après sa mort officielle, Laurent travaillait pour une société de sécurité privée qui fournissait des services pour des événements culturels au Brésil. Il était affecté à la sécurité du Festival de Música Eletrónica de Brasilia, un événement qui attirait des milliers de jeunes de tout le pays. Laurent, maintenant âgé de 41 ans, portait toujours sa cicatrice caractéristique au cou, mais ses cheveux avaient grisonné et il avait pris du poids. Il portait constamment des lunettes de soleil pour éviter d'être reconnu, bien que les chances soient infimes. Le festival se déroulait au Parque da Cidade, un vaste espace vert au cœur de Brasilia. Laurent était responsable de la sécurité de l'entrée VIP, un poste qui lui permettait de rester relativement discret tout en surveillant la foule. Ce jour-là, 12 mars 2022, il y avait une ambiance particulièrement festive. Le DJ français David Guetta était la tête d'affiche et de nombreux touristes français étaient présents. Laurent évitait soigneusement tout contact avec ses compatriotes, craignant d'être reconnu. Vers 16h30, Laurent se tenait près de l'entrée VIP, quand il remarqua un groupe de jeunes Français qui prenaient des selfies. L'un d'eux, un garçon d'environ 20 ans, se positionnait pour prendre une photo avec la scène principale en arrière-plan. « Allez-y, reculez un peu plus », dit le photographe improvisé. « Je veux avoir toute la scène dans le cadre. » Laurent se trouvait directement dans l'axe de la photo, environ 3 mètres derrière le groupe. Il ne fit pas attention à la scène, concentré sur la surveillance des badges VIP. Le jeune homme prit plusieurs photos, puis le groupe se dispersa pour profiter du festival. Ce que Laurent ne savait pas, c'est que l'une de ces photos serait postée sur Instagram quelques heures plus tard, et qu'elle changerait sa vie. À Montauban, Céline Vallière-Dubois menait une vie relativement paisible. Après des années de thérapie, elle avait appris à vivre avec la perte de Laurent, même si elle pensait encore à lui quotidiennement. Son mariage avec Pierre était stable, et Emma, maintenant âgée de 14 ans, était une adolescente brillante et équilibrée. Le 13 mars 2022, Céline était dans sa cuisine quand Emma entra, excitée. « Maman, regarde, mon ami Julien est au Brésil, et il a posté des photos d'un festival de musique électronique. C'est trop cool !» Emma tendit son téléphone à Céline, qui jeta un coup d'œil distrait à l'écran Instagram. Elle vit une photo typique de festival, des jeunes souriant devant une scène immense, avec des milliers de personnes en arrière-plan. « C'est sympa », dit Céline, commençant à rendre le téléphone à Emma, mais quelque chose dans la photo la fit s'arrêter. Dans l'arrière-plan, légèrement flou, elle aperçut une silhouette familière. Un homme en costume sombre, portant des lunettes de soleil, avec une posture qu'elle reconnaissait. « Emma, peux-tu zoomer sur cette partie de la photo ?» demanda Céline, le cœur battant.
Emma, intriguée par la réaction de sa mère, fit un zoom sur l'arrière-plan de la photo. L'image devint pixelisée, mais la silhouette était plus claire. Céline sentit ses jambes se dérober. L'homme dans la photo avait la même taille que Laurent, la même façon de se tenir, et surtout, cette marque au cou qui ressemblait à sa cicatrice. « Maman, ça va ?» demanda Emma, inquiète de voir sa mère pâlir. « Oui, oui, c'est juste que cet homme me rappelle quelqu'un. » Céline essaya de se convaincre que c'était son imagination, que 9 ans de deuil lui faisaient voir Laurent partout. Mais cette photo la hantait. Ce soir-là, quand Pierre rentra du travail, Céline lui montra la photo. « Tu vois cet homme-là dans l'arrière-plan? Il me rappelle Laurent. » Pierre examina la photo avec attention. Il connaissait l'histoire de Laurent et avait même vu des photos du premier mari de Céline. « Céline, chérie, tu sais que ce n'est pas possible. Laurent est mort au Mali il y a 9 ans. » « Je sais, mais regarde cette marque au cou. C'est exactement comme la cicatrice de Laurent. » Pierre prit sa femme dans ses bras. « Le deuil peut nous jouer des tours, même après toutes ces années. Tu as vécu quelque chose de traumatisant, et parfois notre cerveau voit ce qu'il veut voir. » Céline acquiesça, mais elle ne pouvait pas se défaire de cette image. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Pendant les jours suivants, Céline ne pouvait pas arrêter de penser à cette photo. Elle la regardait des dizaines de fois par jour, analysant chaque détail de la silhouette de l'homme. Elle créa un faux profil Instagram pour pouvoir sauvegarder la photo sans que Emma ou Pierre le sachent. Elle fit des captures d'écran, zooma sur différentes parties et même utilisa des applications de amélioration d'image pour rendre la photo plus nette. Plus elle l'étudiait, plus elle était convaincue que c'était Laurent. La cicatrice était identique. La façon dont l'homme penchait légèrement l'épaule droite, une habitude que Laurent avait développée après sa blessure en Afghanistan, était parfaite. Même la forme de ses mains était reconnaissable. Céline commença à faire des recherches sur le festival de Brasilia. Elle découvrit que c'était un événement annuel qui attirait des milliers de personnes. Elle trouva d'autres photos du festival sur différents comptes Instagram, espérant voir l'homme mystérieux sous d'autres angles. Elle ne trouva rien. Céline contacta alors Julien, l'ami d'Emma qui avait posté la photo originale. Elle lui expliqua qu'elle pensait reconnaître quelqu'un sur sa photo et lui demanda s'il avait d'autres clichés de cette zone. Julien, un jeune homme de 20 ans en voyage scolaire au Brésil, fut coopératif. Il envoya à Céline toutes les photos qu'il avait prises ce jour-là, mais malheureusement, aucune ne montrait clairement l'homme en question. « Désolé, Madame Dubois, » dit Julien au téléphone. « J'ai pris cette photo rapidement, je n'ai pas fait attention aux gens derrière nous. Vous pouvez me dire pourquoi vous cherchez cette personne ?» Céline improvisa une explication sur un ancien collègue qu'elle pensait avoir reconnu. Céline devint obsédée. Elle passa des heures sur Internet, recherchant des informations sur le festival de Brasilia, les entreprises de sécurité brésiliennes et même les procédures pour engager un détective privé au Brésil. Pierre commença à s'inquiéter du comportement de sa femme. Elle devenait distante, passait des heures sur son ordinateur et refusait de parler de ce qui la préoccupait. « Céline, qu'est-ce qui se passe? Tu es différente depuis quelques semaines. » « C'est rien, Pierre. Juste du stress au travail. » Mais Pierre n'était pas dupe. Il avait remarqué que Céline regardait constamment son téléphone, qu'elle se levait la nuit pour consulter son ordinateur, et qu'elle avait perdu l'appétit. Un soir, pendant que Céline était sous la douche, Pierre jeta un coup d'œil à son ordinateur. Il vit des dizaines d'onglets ouverts, des sites d'agences de détectives privés, des forums sur les personnes disparues, des articles sur les soldats français au Mali. Pierre comprit que l'obsession de Céline pour cette photo était plus sérieuse qu'il ne le pensait. Quand Céline sortit de la douche, Pierre l'attendait dans le salon. « Céline, nous devons parler. Je sais que tu es obsédée par cette photo d'Instagram. Tu penses vraiment que c'est Laurent ?» Céline éclata en sanglots. « Je ne sais pas, Pierre. Je sais que c'est impossible, mais cette photo, cet homme, lui ressemble tellement. Et s'il était encore vivant? Et s'il avait eu une amnésie? Et s'il avait été capturé et qu'il ne pouvait pas rentrer ?» Pierre prit sa femme dans ses bras. « Céline, Laurent est mort.
Tu as assisté à sa cérémonie funéraire. L'armée t'a remis ses affaires personnelles. Il n'y a aucune chance qu'il soit encore vivant. Mais alors, pourquoi cette photo me fait-elle tant d'effet? Pierre réfléchit. Il aimait Céline et ne voulait pas la voir souffrir. Il prit une décision. Écoute, si ça peut te donner la paix, nous allons engager un détective privé. Nous allons enquêter sur cette photo, et quand nous aurons la preuve que ce n'est pas Laurent, tu pourras enfin tourner la page. Pierre contacta un détective privé réputé à Toulouse, maître Jean-Claude Merceau, spécialisé dans les enquêtes internationales. Merceau avait 30 ans d'expérience et des contacts dans le monde entier. Quand Pierre et Céline lui expliquèrent la situation, Merceau les écouta avec attention. « Je comprends votre situation, Madame Dubois. Ce type d'enquête est délicat, mais pas impossible. J'ai un correspondant à São Paulo qui pourra enquêter sur le terrain. » Merceau expliqua sa méthode. « Nous allons d'abord identifier toutes les entreprises de sécurité qui travaillaient au Festival de Brasilia. Ensuite, nous essaierons d'obtenir la liste des employés qui étaient présents ce jour-là. Avec la photo, nous pourrons faire du porte-à-porte. » « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Céline. « Plusieurs semaines, peut-être quelques mois. Et je dois être honnête avec vous. Les chances de retrouver cette personne sont minces, et les chances que ce soit votre mari sont pratiquement nulles. » Céline était déterminée. « Peu importe le temps et l'argent, je dois savoir. » Merceau commença son enquête en avril 2022. Il contacta son correspondant brésilien, Carlos Silva, un ancien policier de São Paulo qui travaillait maintenant comme détective privé. Silva commença par identifier les entreprises de sécurité qui avaient travaillé au festival. Il y en avait 5. Segurança Total, Proteção Eventos, Guarda Segura, Segurança VIP et Proteção Executiva. Silva visita chaque entreprise, expliquant qu'il cherchait un homme qui avait peut-être été témoin d'un incident au festival. Il montra la photo agrandie de Laurent à tous les responsables. Chez Segurança Total, le gérant regarda attentivement la photo. « Cet homme me dit quelque chose, dit-il. Mais la photo n'est pas assez nette. Vous savez, nous employons beaucoup d'agents de sécurité et ils ne restent pas toujours longtemps. » Silva insista. « Il aurait travaillé le 12 mars 2022, probablement à l'entrée VIP. » « Ah, l'entrée VIP. Oui, c'était Diego. Diego Mendoza, je crois. Un Argentin très professionnel. Il a travaillé pour nous pendant 6 mois, puis il est parti. » Le cœur de Silva s'accéléra. « Vous avez ses coordonnées ? » ?»« Oui, mais elles ne sont plus valables. Il a déménagé sans laisser d'adresse. C'est courant dans ce métier. Les gens bougent beaucoup. » Silva obtint néanmoins le dossier de Diego Mendoza, né à Cordoba, Argentine, en 1969, spécialiste en sécurité événementielle. L'adresse indiquée était un appartement à Villa Madalena. Silva se rendit immédiatement à l'adresse de Villa Madalena. L'appartement était effectivement vide, et le propriétaire confirma que Diego Mendoza était parti en avril 2022, quelques semaines après le festival. Il était très discret, expliqua le propriétaire, un homme âgé nommé Senor Santos. Il payait toujours son loyer à temps, ne faisait jamais de bruit. Un locataire modèle. « Il a dit où il allait ?» demanda Silva. « Non. Il a juste dit qu'il changeait de ville pour le travail. Il m'a payé le mois en cours et il est parti. » Silva interrogea les voisins. Tous décrivaient Diego comme un homme tranquille, qui parlait peu et sortait principalement pour aller travailler. « Il avait un accent argentin très prononcé, » dit une voisine. Mais quelque chose me semblait étrange chez lui. Il avait l'air triste, vous voyez, comme quelqu'un qui porte un grand poids. Silva fouilla tous les registres publics, les bases de données de sécurité sociale, les compagnies d'assurance. Diego Mendoza semblait avoir disparu sans laisser de traces. Il élargit ses recherches à tout le Brésil, puis à l'Argentine. Curieusement, aucun Diego Mendoza, né à Cordoba en 1979, n'existait dans les registres argentins. Cette découverte était troublante. Soit les documents de Diego étaient faux, soit il y avait une erreur dans les registres. Silva contacta Merceau, en France, pour lui faire un rapport. « La piste semble solide, » expliqua Silva. « J'ai trouvé l'homme de la photo, mais il a disparu juste après le festival. Et ses papiers semblent être faux. »
Meursault transmit cette information à Céline et Pierre. Pour la première fois depuis des semaines, Céline sentit un mélange d'espoir et de terreur. « Vous pensez que c'est vraiment possible ?» demanda-t-elle à Meursault. « Madame, je dois rester objectif. Nous avons trouvé un homme qui correspond physiquement à la description, mais qui utilise une fausse identité. Cela pourrait être n'importe qui. Un criminel en fuite, un espion, ou simplement quelqu'un qui veut recommencer sa vie à zéro. Mais ça pourrait être Laurent ?» Meursault hésita. « C'est possible, mais nous devons explorer toutes les pistes avant de tirer des conclusions. » Meursault décida d'enquêter du côté militaire français. Il contacta discrètement ses anciens collègues dans la police, qui avaient des contacts au ministère de la Défense. Après plusieurs semaines de recherche, Meursault obtint des informations troublantes. Il découvrit que plusieurs soldats français étaient morts dans des circonstances suspectes au Mali en 2013. Officiellement, ils étaient tous morts au combat contre des djihadistes, mais certains rapports internes mentionnaient des incohérences dans les témoignages. Plus troublante encore, Meursault découvrit que Laurent Vallière et ses hommes n'étaient pas morts dans une embuscade djihadiste, comme annoncé officiellement. Selon un rapport classifié auquel il eut accès, ils avaient été neutralisés par erreur par des forces alliées lors d'une opération de nettoyage. Ce rapport mentionnait que Laurent Vallière avait été vaporisé par explosion et que son corps n'avait pas pu être récupéré. Mais le rapport était signé par un certain colonel Martineau, le même homme qui avait annoncé la mort de Laurent à Céline. Meursault creusa plus profond et découvrit que le colonel Martineau avait pris sa retraite prématurément en 2014, seulement 1 an après les événements du Mali. Il vivait maintenant dans une villa luxueuse à Cannes, bien au-dessus de ses moyens d'officier retraité. Meursault contacta Martineau sous prétexte d'écrire un livre sur les opérations françaises au Mali. L'ancien colonel accepta de le rencontrer. Meursault rencontra Martineau dans un café à Cannes en juin 2022. L'ancien colonel, maintenant âgé de 65 ans, semblait nerveux et fatigué. « Monsieur Meursault, pourquoi vous intéressez-vous à ces vieilles histoires ?» demanda Martineau. « J'écris un livre sur les héros méconnus de l'armée française. Laurent Vallière était l'un d'eux, n'est-ce pas ?» Martineau devint pâle. « Laurent Vallière, oui, un excellent soldat. Sa mort a été tragique. » Meursault sortit subtilement la photo du festival de Brasilia et la posa sur la table. « Colonel, reconnaissez-vous cet homme ?» Martineau regarda la photo et ses mains se mirent à trembler. Il reconnaissait parfaitement Laurent, même avec les lunettes de soleil et le vieillissement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Colonel Martineau, Laurent Vallière est vivant, n'est-ce pas ?» Martineau se leva brusquement. « Cette conversation est terminée. » Mais Meursault le rattrapa dans la rue. « Colonel, j'ai des preuves que Laurent n'est pas mort au Mali. Sa famille mérite de savoir la vérité. » Martineau s'arrêta, le regard hanté. Après un long silence, il dit « Suivez-moi chez moi. Il y a des choses que vous devez savoir. » Dans sa villa, Martineau servit 2 verres de whisky et commença à parler. « Laurent Vallière n'est pas mort au Mali. Enfin, pas de la façon dont nous l'avons annoncé. Il a été capturé par des mercenaires d'une société militaire privée après avoir été témoin d'une opération problématique. » Martineau expliqua toute l'affaire. Les massacres de civils, la nécessité de les dissimuler, la capture de Laurent. Nous avons reçu l'ordre de le déclarer mort. C'était le seul moyen de protéger l'opération et sa famille. « Où est-il maintenant ?» demanda Meursault. « Je ne sais pas exactement. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il travaillait en Amérique du Sud sous une fausse identité. Ils lui ont promis que sa famille resterait en sécurité tant qu'il gardait le silence. Qui sont-ils? Des gens puissants, des gens qui n'hésiteraient pas à éliminer quiconque menacerait leur secret. » Martineau expliqua qu'il avait été récompensé pour son silence par une retraite anticipée et des bonus financiers, mais qu'il vivait dans la terreur depuis 9 ans. « Si vous révélez cette histoire, nous serons tous morts dans la semaine, » avertit Martineau. Meursault retourna à Toulouse avec ses informations explosives. Il avait maintenant la confirmation que Laurent était vivant, mais révéler cette information pourrait mettre sa famille en danger. Il convoqua Céline et Pierre pour une réunion urgente.
J'ai des nouvelles, dit Meursault, mais elles sont compliquées. Il expliqua tout ce qu'il avait découvert. La fausse mort de Laurent, les crimes de guerre au Mali, la nouvelle identité en Amérique du Sud. Céline écouta en silence, les larmes coulant sur ses joues. Quand Meursault eut terminé, elle demanda simplement « Comment peut-on le retrouver ?»« Madame Dubois, vous devez comprendre les risques. Si nous révélons que Laurent est vivant, ou si nous tentons de le contacter, nous mettons sa vie en danger, ainsi que la vôtre. » Pierre intervint. « Céline, réfléchis. Laurent a fait ce choix pour nous protéger. Si nous bougeons maintenant, nous détruisons tout ce pourquoi il s'est sacrifié. » Mais Céline était déterminée. « Il est vivant, Pierre. Mon mari est vivant. Je ne peux pas faire semblant de ne pas le savoir. »« Et Emma ?» demanda Pierre. « Comment vas-tu lui expliquer que son père, qu'elle pleure depuis 9 ans, était vivant tout ce temps, et qu'elle a maintenant 2 pères ?» Cette question stoppa Céline. Emma avait 14 ans, elle aimait Pierre comme un père, et apprendre la vérité bouleverserait sa vie. Meursault proposa une solution. Nous pourrions essayer de contacter Laurent discrètement, sans révéler l'affaire publiquement, lui expliquer que sa famille sait qu'il est vivant, et voir ce qu'il veut faire. Silva, le détective brésilien, avait continué ses recherches de son côté. En croisant les informations sur Diego Mendoza avec les entreprises de sécurité de toute l'Amérique du Sud, il avait trouvé une piste en Colombie. Une société de sécurité de Bogota, Seguridad Andina, avait employé un Diego Mendoza entre mai et août 2022. Les dates correspondaient parfaitement avec sa disparition de São Paulo. Silva se rendit à Bogota et rencontra le directeur de Seguridad Andina. « Oui, Diego a travaillé pour nous », confirma le directeur. « Un excellent professionnel, mais très secret. Il a quitté Bogota en septembre pour l'Équateur, je crois. » Silva suivit la piste jusqu'à Quito, puis Guayaquil. À chaque fois, la même histoire. Diego Mendoza avait travaillé quelques mois, puis était reparti. En novembre 2022, Silva eut enfin une piste chaude. Diego travaillait pour une entreprise de sécurité de Lima, au Pérou, spécialisée dans la protection d'installations pétrolières. Silva contacta Meursault. « Je l'ai trouvé. Il est au Pérou. » Meursault prit immédiatement un vol pour Lima. Il devait voir Laurent de ses propres yeux avant d'informer Céline. Meursault arriva à Lima en décembre 2022. Avec l'aide de Silva, il localisa l'entreprise où travaillait Diego Mendoza. Seguridad Petrolera del Pérou. L'entreprise protégeait une raffinerie de pétrole dans la banlieue de Lima. Meursault et Silva se postèrent à la sortie du site, attendant la fin de l'équipe de jour. À 18 heures, ils virent sortir un homme correspondant à la description. Taille moyenne, cheveux grisonnants, lunettes de soleil et surtout une cicatrice visible au cou. « C'est lui !» murmura Silva. Meursault sentit son cœur battre. Après 9 mois d'enquête, il était face à Laurent Vallière. Ils suivirent Laurent à distance jusqu'à son appartement dans le quartier de Miraflores. Le lendemain matin, Meursault l'attendait à la sortie de son immeuble. « Diego Mendoza ?» dit Meursault en espagnol. Laurent se retourna immédiatement sur ses gardes. « Qui vous êtes ?»« Je m'appelle Jean-Claude Meursault. Je suis détective privé. J'ai été engagé par votre femme, Céline. » Laurent devint livide. Il regarda autour de lui, cherchant une voie de fuite. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il en espagnol. Laurent Vallière, sergent-chef du 2e régiment d'infanterie de marine, marié à Céline, père d'Emma, officiellement mort au Mali le 15 mars 2013. Laurent s'effondra contre un mur. 9 ans de mensonges et de douleurs refaisaient surface d'un coup. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il en français. « Une photo sur Instagram. Céline vous a reconnu. » Laurent ferma les yeux. Elle ne devait jamais savoir. C'était le seul moyen de la protéger. Meursault expliqua toute l'enquête à Laurent qui écouta en silence. « Céline veut vous revoir, » dit finalement Meursault. « C'est impossible. Si mes employeurs apprennent que ma couverture est compromise, ils élimineront ma famille. Et si nous trouvions un moyen de vous libérer de cette situation ?» Laurent rit amèrement. « Vous ne comprenez pas. Ces gens ont des contacts partout. Ils savent probablement déjà que vous êtes ici. » Comme pour confirmer ses craintes, le téléphone de Laurent sonna.
Il regarda l'écran et pâlit davantage. « Allô ?» répondit-il. « Diego !» dit une voix en français. « Nous devons parler. Rendez-vous habituel dans 1 heure. » La communication fut coupée. Laurent regarda Meursault avec terreur. « Ils savent. Vous avez condamné ma famille. » Laurent expliqua rapidement la situation à Meursault. Ses employeurs le contactaient régulièrement pour des évaluations. Ce rendez-vous imprévu signifiait qu'ils avaient découvert quelque chose. « Vous devez partir immédiatement, » dit Laurent. « Et vous devez dire à Céline d'emmener Emma quelque part en sécurité. »« Venez avec moi, » proposa Meursault. « Non, si je disparais maintenant, ils sauront que j'ai parlé. Ma seule chance est d'aller à ce rendez-vous et de faire croire que tout va bien. » Laurent donna à Meursault une adresse à Paris. C'est un journaliste d'investigation, Marc Durand, du Monde. Si quelque chose m'arrive, donnez-lui toute l'histoire. Il saura quoi faire. Meursault quitta Lima le jour même, mais il était trop tard. Le lendemain, Diego Mendoza fut trouvé mort dans son appartement, officiellement victime d'un cambriolage qui avait mal tourné. La police péruvienne classa rapidement l'affaire. Meursault retourna en France avec le cœur lourd. Il devait annoncer à Céline que son mari était mort, cette fois pour de bon. Quand il arriva chez Céline et Pierre, il vit immédiatement qu'il se passait quelque chose d'anormal. Les volets étaient fermés et plusieurs voitures de police étaient garées devant la maison. Un policier l'arrêta à l'entrée. « Vous êtes ?»« Jean-Claude Meursault, détective privé. Je travaille pour la famille Dubois. Il y a eu un incident cette nuit, une tentative d'effraction. Heureusement, personne n'a été blessé. » Meursault comprit immédiatement. Les employeurs de Laurent avaient essayé d'éliminer sa famille. Il fut autorisé à voir Céline, qui était sous protection policière, avec Emma et Pierre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Céline. Meursault lui raconta tout. Sa rencontre avec Laurent, le danger qu'ils couraient tous, et finalement la mort de Laurent au Pérou. Céline écouta en silence, puis éclata en sanglots. « Il est vraiment mort cette fois ?» « Oui, Céline. Mais il est mort en héros, en protégeant sa famille jusqu'au bout. » Pierre prit sa femme dans ses bras. « Au moins, maintenant, tu sais la vérité. » Meursault contacta Marc Durand, le journaliste que Laurent avait mentionné. Durand était spécialisé dans les affaires militaires et avait déjà enquêté sur les sociétés militaires privées françaises. « Cette histoire correspond à plusieurs témoignages que j'ai recueillis, » expliqua Durand. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre dans les opérations françaises au Mali. Durand publia une série d'articles explosifs dans Le Monde, révélant l'utilisation de mercenaires par l'armée française, les massacres de civils et la mort de soldats français témoins de ces crimes. L'affaire fit scandale. Le ministre de la Défense dut démissionner et une commission d'enquête parlementaire fut créée. Le colonel Martineau, terrifié par les révélations, décida de témoigner officiellement. Il confirma tous les détails de l'affaire Laurent Vallière. Aegis Defense Services fut poursuivi en justice, mais la plupart des responsables avaient déjà disparu ou étaient morts dans des accidents. 3 ans plus tard, en 2025, Céline se tenait devant la tombe de Laurent au cimetière militaire de Montauban. Cette fois, il y avait vraiment un corps à enterrer. Celui de Diego Mendoza avait été rapatrié du Pérou et formellement identifié comme étant Laurent Vallière. La plaque funéraire portait maintenant l'inscription complète « Laurent Vallière, sergent-chef, 2e RIMA, mort pour la France le 20 décembre 2022, un héros qui a sacrifié sa vie pour protéger sa famille et révéler la vérité. » Emma, maintenant âgée de 17 ans, déposa des fleurs sur la tombe. Elle avait appris toute l'histoire l'année précédente, quand elle était devenue assez mature pour comprendre. « Je suis fière de lui, » dit-elle à Céline. « Il a choisi de nous protéger plutôt que de revenir. » Pierre était également présent. L'histoire de Laurent ne l'avait pas éloigné de la famille. Au contraire, elle l'avait rapproché d'eux. « Laurent était un héros, » dit Pierre, « et il aurait voulu que vous continuiez à vivre. » Céline acquiesça. Elle avait enfin trouvé la paix. Laurent était vraiment mort maintenant, mais elle savait qu'il était mort en héros, pas en abandonnant sa famille.
L'affaire Laurent Vallière avait changé les pratiques militaires françaises. Une loi avait été votée pour interdire l'utilisation de sociétés militaires privées pour des opérations offensives et un système de protection des témoins militaires avait été mis en place. Laurent Vallière était devenu, à titre posthume, le symbole du courage militaire et de l'intégrité morale. Sa mort n'avait pas été vaine. En décembre 2025, 12 ans après sa première mort officielle, Laurent Vallière fut décoré à titre posthume de la Légion d'honneur. La cérémonie eut lieu à l'Élysée, en présence du président de la République. Céline, Emma et Pierre assistèrent à la cérémonie. Emma, maintenant étudiante en journalisme, avait décidé de consacrer sa carrière à révéler la vérité, inspirée par l'exemple de son père. Laurent Vallière, déclara le président, a incarné les plus hautes valeurs de la République française, le courage, l'honneur et l'amour de la famille. Son sacrifice nous rappelle que la vérité a parfois un prix très élevé, mais qu'elle doit toujours triompher. Dans l'assistance, Meursault regardait la cérémonie avec émotion. Son enquête avait pris fin, mais elle avait changé des vies. Marc Durand, le journaliste, préparait un livre sur l'affaire Vallière qui sortirait l'année suivante. Et quelque part, dans les archives du ministère de la Défense, le dossier Opération Serval, classification spéciale, était définitivement fermé. Laurent Vallière pouvait enfin reposer en paix. La vérité avait triomphé, même si elle avait pris 12 ans pour émerger d'une simple photo sur Instagram.